Alors cette métropolisation dont on parlait a pu favoriser l'émergence d'un sentiment d'abandon dans les territoires, et je le disais en préambule peut-être d'une gilet jaunisation, même si le terme il est vraiment pas très très beau, évidemment vous en conviendrez. Alors dès lors, comment réduire les fractures mais sans augmenter les factures? Voilà, que mettre dans la corbeille pour ne laisser personne de côté? La parole, une nouvelle fois, à des experts, des décideurs, des dirigeants d'entreprise. J'accueille Dorothée Ferreira, du MEDEF Limousin, membre du COMEX 40, Dominique Bussereau, l'ancien ministre, président de l'Association des départements de France, Sylvie Ouziel, oh elle est loin, on était en Guadeloupe tout à l'heure, là on est à Singapour, c'est la présidente internationale d'Envision Digital, Paul Hermelin, président de Capgemini, auteur du rapport Rééquilibrer les territoires, on va en parler dans un instant, c'est l'Institut Montaigne qui l'a signé, et puis le professeur Pierre Vels, professeur émérite à l'école des Ponts Paris-Tech, ingénieur, chercheur en sciences humaines, auteur de La France, territoire d'avenir. Alors, Paul Hermelin, on va commencer avec vous. Bonjour Paul Hermelin. Bonjour. Président de Capgemini, auteur du rapport Rééquilibrer les territoires. Et c'est dans cette étude de 114 pages signée pour l'Institut Montaigne qu'on découvre le terme territoires épars, qui désigne les territoires qui sont situés en dehors des grandes métropoles, notamment les villes moyennes, la France rurale, 98% de la superficie du territoire national. Alors dans ce rapport, vous ne remettez pas en cause les atouts de ces métropoles, mais vous proposez un meilleur équilibre, parce qu'on est peut-être allé un petit peu trop loin, Paul Hermelin. Premièrement, on se souvient qu'il y a une cinquantaine d'années, le thème c'était Paris et le désert français. Il y a eu un travail fait dans notre pays qui a bien marché, puisqu'on a constitué une quinzaine de grands centres métropolitains qui ont conquis une place qui, au niveau européen, fait du sens. Et je pense aujourd'hui, nous, comme employeurs, on le voit bien, Nantes, Toulouse, Grenoble, ce sont aujourd'hui des centres attractifs. Par contre, le constat, et je sais, j'entends des contre-exemples, mais le constat statistique, c'est que 80% de l'accroissement du PIB par tête a lieu dans ces 15 métropoles où travaille 30% de la population active. Et on pourrait croire que c'est une donnée du monde moderne parce que, quelque part, un basculement probablement accéléré et exagéré de l'industrie vers les services. Les services sont plutôt dans les grandes villes. Mais on a trouvé des statistiques au niveau de l'OCDE qui montrent que la France est allée à un niveau extrême, puisque à ce 80% s'oppose 50% pour un concept comparable dans les autres pays de l'OCDE et 40% à peine en Allemagne. Donc, nous avons favorisé une concentration exagérée de la richesse dans les métropoles. Encore une fois, c'est un atout pour la France dans la compétition européenne, mais c'est probablement un facteur de déséquilibre. Donc on s'est posé la question, c'est un groupe de travail, moi j'ai présidé le groupe de travail, je n'ai pas rédigé la note, j'ai présidé le groupe de travail, on a regardé des exemples de meilleur équilibre, on pense à l'Allemagne, évidemment par sa structure fédérale, je pensais aussi à l'Italie du Nord, parce que quand vous promenez de Milan à Venise, vous trouvez une série de villes moyennes très vivantes, très économiquement alerte. Et donc, on a regardé en se disant qu'avons-nous fait comme bêtises et qu'est-ce qu'on pourrait corriger. Alors, le premier point, c'est que, je prends un exemple qui est le chemin de fer. On a fait le réseau des TGV en étoile, qui est bien connu. La SNCF a investi depuis 50 ans dans les lignes à grande vitesse qui favorisent la liaison entre métropoles. Et on a pris un exemple qui est pour aller de Rennes à Saint-Brieuc. Le chemin de fer fait une vitesse moyenne de 50 km/h, ce qui n'est pas remarquable. Donc, alors qu'en Allemagne, il y a eu des investissements, et les investissements pour rénover les lignes secondaires, on parle de centaines de millions d'euros, on ne parle pas de milliards d'euros, parce qu'il faut en fait pas refaire la voie, mais il faut améliorer la signalétique, reprendre certaines parties, c'est possible. Donc, on a travaillé ces sujets d'infrastructure. Un autre sujet, obsédé par le classement de Shanghai, a surinvesti dans les grandes métropoles universitaires, et donc nous avons peu de centres de formation dans les villes moyennes et petites villes. Alors, on a quelques contre-exemples, on a cité l'exemple d'Albi par exemple, et donc il y a moyen d'avoir une politique de qualité d'enseignement supérieur qui fasse que les jeunes gens ne s'exilent pas.
Et moi, j'ai une expérience personnelle. Je suis avignonnais, j'ai été conseiller municipal dans ma ville. Je suis parti, comme beaucoup, faire maths sup, maths spé, puis les écoles à Paris. Je suis revenu comme conseiller municipal et comme président d'un pôle French Tech à Avignon. Mais la plupart de mes condisciples ne sont pas revenus. Donc, l'université fonctionne comme un aspirateur des talents et des compétences depuis les villes moyennes. Et donc, politique universitaire, politique d'équipement en 5G, investissement dans l'industrie, réflexion sur la fiscalité, voilà ce que dit le rapport. Voilà, vous êtes avignonnais, vous avez vu grossir quelque part, peut-être à vos dépens, je ne sais pas, Montpellier, Marseille, Paul Hermelin. C'est quoi la suite, ces villes moyennes? Comment est-ce qu'elles peuvent s'exprimer? Comment est-ce qu'elles peuvent dire « j'existe » ? Alors, le premier point, c'est regardons quelques contre-exemples. Moi, je suis frappé, par exemple, en Vendée, dans la région de Vitré, il y a plusieurs ensembles où une connivence entre élus locaux et chefs d'entreprise a produit des bassins d'emploi très puissants, très dynamiques. Donc, ce n'est pas impossible, mais on doit y travailler tous ensemble. D'abord, je dirais que l'emploi dans les villes moyennes, c'est probablement la nouvelle industrie. C'est probablement attirer des ingénieurs. Et on peut aujourd'hui, vous avez parlé, Jérôme Fourquet parlait du télétravail, on peut attirer des ingénieurs. Quand j'ai demandé le pôle qualification et un label French Tech pour Avignon 90 000 habitants, au ministère de l'Industrie, on m'a ri au nez. On m'a dit non, mais c'est pas pour vous, c'est pas pour vous ça. Et en fait, on a choisi des spécialités autour des qualités de la région, les industries culturelles à cause des festivals, la logistique à cause des marchés-gares et des grandes liaisons de chemin de fer, l'agriculture moderne. Et on a aujourd'hui des ingénieurs, des technologues, des informaticiens, bien sûr, dans des petites villes. C'est possible, le télétravail le permet, les espaces de cowork le permettent. Mais est-ce qu'une ville peut s'assumer par elle-même parce que j'ai l'impression qu'elle est toute seule quand même, elle est un peu isolée. Est-ce qu'elle a les moyens pour dire « venez chez moi » ? Alors, il ne faut pas rêver d'autarcie, je ne crois pas. Mais j'ai été surpris parce que Jérôme Fourquet me disait qu'un tiers des Français étaient prêts à déménager. Ça, c'est une donnée peut-être nouvelle. Parce que, regardez, moi, je suis très frappé, on en parlera peut-être à d'autres moments de ces réflexions du monde patronal. Tout le monde aujourd'hui en France se rue sur la voiture électrique. La voiture électrique, c'est 100 000 pertes d'emplois dans ceux qui faisaient les fabricants des éléments des moteurs thermiques. Ce sont souvent, regardez, on parle d'une usine Bosch à Rodez qui travaille sur les injections diesel. Bon, avec les voitures électriques, il n'y aura plus ça. Et donc, il va falloir réinvestir dans les industries de la transition énergétique, par exemple, et réinvestir dans des petites villes avec des travailleurs qualifiés. Donc, il y a un énorme effort de formation à faire dans les petites villes. Alors, on va voir justement sur ce sujet ce que ressent un chef d'entreprise sur le terrain, un chef d'entreprise, une chef d'entreprise qui a grandi, qui travaille à Limoges. Bonjour Dorothée Ferreira. Bonjour. Vous êtes représentant du MEDEF Limousin, vous êtes membre du COMEX 40, vous êtes à la tête de Indépendance Royale, c'est à Limoges que vous avez créé en 2003, spécialisé dans l'aménagement du domicile des personnes âgées, vous commercialisez en France, en Belgique. Vous êtes né à Limoges, vous avez grandi à Limoges, à un moment vous en êtes parti, mais vous en êtes revenu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté et que vous avez prospéré quelque part là-bas ? Eh bien, écoutez, donc moi, effectivement, je suis née à Limoges. Pardon, je suis d'origine portugaise. Mes deux parents ont immigré, ce qui veut dire que j'ai aucun ancêtre qui est né à Limoges. Et finalement, je pense que l'attachement à un territoire, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui se construit. Donc, j'ai un fort attachement au Limousin et pour sa qualité de vie, je suis aussi revenue vivre ici avec mari et enfants. Ouais. Et en ce qui concerne l'entreprise, je cite souvent Peter Drucker qui disait que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et effectivement, avant la stratégie, il est bien question de culture. Et en fait, le Limousin nous a permis ça, c'est-à-dire de créer une vraie culture d'entreprise avec une communauté de travail qui est soudée autour de valeurs communes. Parmi les changements culturels que j'ai pu observer auprès de nos collaborateurs et particulièrement les plus jeunes, il y a aujourd'hui une vraie recherche de proximité, c'est-à-dire des circuits de décision plus courts,
des temps de trajet plus courts également pour aller au travail et une très bonne ambiance avec les collègues. Et finalement, cette proximité, elle est possible sur des territoires avec une population moins dense, comme est le Limousin. Ça correspond complètement aux attentes des collaborateurs qui finalement ont moins envie de partir dans des grandes villes. Et pour eux, et pour moi également d'ailleurs, réussir, c'est finalement être capable de rester sur un territoire où on a nos attaches. Bien évidemment, associé à tout cela, des prix d'immobilier très bas, des espaces naturels à proximité de Limoges. Tout ça mis bout à bout fait que finalement on a voilà, et on prospère. Dorothée Ferreira, voilà. justement, c'est quoi, on a écouté Jérôme Fourquet il y a quelques instants, c'est quoi votre analyse de cette nouvelle attractivité des territoires post-Covid dans cette région Limousin qui, je rappelle, appartient à cette énorme région de la Nouvelle-Aquitaine? La Nouvelle-Aquitaine, oui. Finalement, cette crise du Covid nous a montré qu'on pouvait tout à fait vivre dans les territoires connectés avec des outils numériques. L'exode des 450 000 franciliens nous l'a montré. Et l'important pour les territoires, c'est pas forcément la distance avec une métropole, c'est plutôt les dynamiques qui s'y créent. Parfois, à 30 km de distance, on va avoir des villes très dynamiques et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et en fait, c'est les acteurs locaux qui se sont pris en main et qui ont créé des écosystèmes. Si je prends l'exemple du Limousin, nous militons depuis des années pour avoir l'autoroute Poitiers-Limoges et il se passera certainement un certain nombre d'années avant que nous l'ayons et pour autant, il ne faut pas attendre pour agir. Donc, cette mise en réseau fait partie des fondamentaux du MEDEF et la pandémie n'a fait que souligner l'importance du travail collaboratif. C'est un peu l'équivalent des soft skills en entreprise, c'est des compétences relationnelles au-delà des expertises techniques. Et si je prends également à nouveau l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, parmi les écosystèmes qui s'y sont créés, on a un pôle de compétitivité à Vénia sur les technologies du sous-sol comme la géothermie. Qui aurait pensé que des PME sur des géosciences se développeraient à Pau. Donc, finalement, c'est une question de volonté, je pense. Il faut dépasser la notion statique d'atout et de faiblesse. Vous me dites un mot quand même, Dorothée Ferreira, parce que cette nouvelle attractivité, on souhaite et on espère qu'elle soit durable. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que chef d'entreprise, des pouvoirs publics? Alors, cette question, elle est essentielle, effectivement, puisque au niveau de l'attractivité du territoire, c'est finalement l'articulation entre des initiatives locales et des initiatives globales. On peut défendre deux visions. Soit on reste sur une forme de théorie du ruissellement et on espère que les territoires bénéficient finalement de l'attractivité des métropoles, soit on est plus ambitieux et on parie sur un partenariat la main dans la main avec les métropoles et les territoires. Par exemple, sur des thèmes comme le vieillissement de la population, qui est mon métier, la transition énergétique, clairement, qui est un gros sujet aujourd'hui, et aussi l'économie de la santé, qui finalement sont des sujets qui s'adressent au plus près des usagers et dont le déploiement est forcément territorial. Quant au pouvoir public, je partage ce qu'a écrit Paul Armelin dans le rapport de l'Institut Montaigne. Des infrastructures, c'est un peu la mère des batailles. Voilà, avec deux plans, les infrastructures techniques et les infrastructures humaines, je dirais même surtout les infrastructures humaines, c'est-à-dire la formation initiale et professionnelle, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de plus de jeunes formés aux métiers techniques. Alors, les infrastructures, mère des batailles, infrastructures routières, un grand spécialiste du transport, justement, à présent, toujours à la tête. On reste dans la Nouvelle-Aquitaine, puisque la Charente-Maritime, c'est la Nouvelle-Aquitaine, de mémoire. C'est le président de l'Association des départements de France, ancien ministre. Voici Dominique Bussereau. Bonjour Dominique Bussereau. Ah, le son, Dominique Bussereau. Alors, appuyez sur le micro, on vous entendra bien. C'est mieux, vous avez raison quand on appuie sur le micro. Ah là là, vous êtes avec nous, formidable. Voilà, bonjour Dominique Bussereau. Bonjour Fabrice. Alors, on n'est pas là pour faire la guerre. Je prie vos téléspectateurs, ceux qui suivent, de m'excuser. J'ai fait une chute et donc j'ai une tête qui n'est pas des coups donnés par mon épouse, mais les conséquences de ma chute.
Bon, bah écoutez, on vous souhaite le meilleur. En tout cas, on vous entend Merci. bien. Vous êtes en pleine forme, comme d'habitude, Dominique Bussereau. On n'est pas là pour faire la guerre aux métropoles, bien entendu, loin de là. Mais chacun en conviendra, et Paul Hermelin nous le rappelait tout à l'heure, il faut un développement harmonieux. Que font les départements pour réduire cette fracture, Dominique Bussereau? Et pour revenir sur le débat, moi, je n'oppose absolument pas les métropoles à la ruralité. Vous voyez, par exemple, dans Charente-Maritime, où je suis, en Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à 100 km de Bordeaux, la ruralité profite de l'effet métropole de Bordeaux. Simplement, ce que je regrette, c'est que l'État n'ait plus de politique d'aménagement du territoire. Il y avait la DATAR, dont Jérôme Monod a été un des derniers dirigeants, et aujourd'hui, la politique d'aménagement du territoire au niveau national, malheureusement, elle n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, une chose essentielle, c'est d'installer la fibre. Dans un département comme le mien, dans moins d'un an, 660 000 habitants en ce moment, 3,5 millions en été, il n'y aura pas une cabane ostréicole, une cabane de chasse, une ferme, un gîte rural, un village qui ne sera pas relié à la ferme avec 100 à la fibre avec 100 mégabits. Donc, dans la plupart des départements, les départements installent la fibre avec des formes juridiques diverses et variées, mais enfin, c'est évidemment très important. Et on vient de le voir avec le télétravail ou même la nature de la réunion qui nous rassemble. Ensuite, vous avez parlé des infrastructures de transport, Paul Hermelin en a parlé également. Nous y participons, d'abord parce que nous sommes gestionnaires du réseau routier. Dans un département comme le mien, 6 000 km de route départementale, 130 km de route nationale. Donc la mobilité, c'est le département, les investissements routiers, mais nous participons aussi au financement du ferroviaire, ce sont les attributions des régions. Mais dans les contrats de plan État-région, nous sommes des gros financeurs du ferroviaire, comme nous sommes dans les aéroports, soit dans des syndicats mixtes, soit comme gestionnaire direct, soit avec des DSP ou d'autres modèles. Également les ports, nous pouvons participer par les CPER au financement des grands ports maritimes, par exemple le port de La Rochelle ou le port de Bordeaux dans notre région, ou alors gérer directement par des syndicats mixtes avec d'autres partenaires, des ports régionaux ou départementaux comme Bayonne ou comme Rochefort-sur-Mer. Donc, aménagement numérique, infrastructure de transport. Santé, parce que pour s'implanter quelque part, il faut un médecin. Et aujourd'hui, le déficit de généralistes est terrifiant, pas simplement dans la ruralité comme trop de gens le croient, mais aussi, par exemple, dans une ville, moi je vous parle à quelques kilomètres de Royan, 20 000 habitants, le golfe, la mer, le port de plaisance, l'Éden des retraités, sauf qu'il y avait 34 médecins généralistes il y a 10 ans, et aujourd'hui, il n'y en a même pas la moitié. Donc, l'implantation de généralistes, de spécialistes pour s'occuper de la petite enfance, de la grossesse des femmes, des personnes âgées, de neurologues, tout ça est absolument nécessaire. C'est théoriquement le rôle de l'État, mais les ARS ne le font pas. Donc, les départements, là, souvent, participent, installent des maisons de santé, donnent des bourses, recrutent des médecins, etc. Et enfin, dernier point, nous faisons de l'ingénierie publique, c'est-à-dire que nous soutenons les projets des autres collectivités par nos équipes techniques, par nos agences techniques, par nos financements. Toutes les petites communes n'ont pas de banquiers. Quand vous êtes à Avignon, comme M. Hermelin, vous pouvez trouver des banquiers pour soutenir des projets avignonnais. Quand vous êtes dans une commune de 150 habitants chez Dorothée dans le Limousin, vous ne trouvez pas. Donc le département est à la fois le banquier et aussi le fournisseur de services techniques et d'intelligence publique. Dominique Bussereau, les départements ne peuvent plus donner d'aide aux entreprises. Hein. Ce sont désormais les régions, hein, au nom de la loi NOTRe. Vous le regrettez toujours ? Écoutez, c'est une loi absurde, parce qu'on voit bien, par exemple, dans ce qui s'est passé après la première crise du Covid, que quelle que soit la qualité des dispositifs mis en place par l'État, par les régions, il y avait des trous dans la raquette, et ces trous, on nous a interdit de les combler, et parfois même des libérations de départements ont été transmises par les préfets à la juridiction administrative. En réalité, la loi NOTRe n'est pas aussi claire que ça. Nous avons le droit d'agir en matière touristique. Je prends l'exemple de mon département, la première économie, elle est touristique. Donc, nous avons donc une compétence économique via le tourisme. Nous pouvons agir par délégation des régions dans le domaine de l'agriculture, de la forêt, de la pêche, de la conquiliculture. Donc, ce sont aussi des domaines très importants. Mais c'est vrai que la loi NOTRe est absurde parce qu'elle a complexifié les choses. Dans mon département, avant la loi NOTRe, une entreprise n'arrivait pas à faire la paye en fin de semaine. Hop, on était là et on se faisait rembourser 1 mois ou 2 mois après. Maintenant, il faut que ça monte à Bordeaux. Notre région Nouvelle-Aquitaine, elle est grande comme l'Autriche ou le Limousin.
avec une bureaucratie régionale qui n'a rien à envier à la bureaucratie nationale. Et donc, ce qui se faisait en 3 jours se fait maintenant en 3 semaines. Et l'entreprise a le temps de couler parce qu'elle n'a pas pu faire la paye de ses salariés. Merci beaucoup, Dominique Bussereau. Je vous souhaite une bonne journée et puis un prompt rétablissement. Je sais Oui, que merci infiniment. À très bientôt, en tout cas. Voilà, on nous avait parlé d'huîtres, de forêts, de plages. C'est ça aussi la Charente-Maritime. Merci à vous. Pierre Vels est avec nous. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'école des ponts ParisTech, ingénieur-chercheur en sciences humaines. Je rappelle votre dernier ouvrage, Pierre Vels, La France, territoire d'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord, oui, non, avec le constat que l'on a fait? Est-ce qu'il y a effectivement une polarisation exclusive sur les métropoles? Qu'est-ce que vous nous en dites? Je pense qu'on a eu en France un discours un peu caricatural sur ce sujet pendant... mais qu'heureusement, je ne retrouve pas trop ce matin. Effectivement, on nous expliquait qu'on avait une France des métropoles qui était en pleine santé et une France périphérique qui était à l'abandon. Je crois que cette image-là, elle est caricaturale. Heureusement, on la retrouve pas trop ce matin. Encore que dans le ressenti des Français, on le voit dans les présentations de l'enquête de Jérôme Fourquet, il y a quand même cette idée, par exemple, que les inégalités en France sont en augmentation forte, voire en explosion, ce qui n'est pas vrai. Les chiffres ne disent pas ça. Par exemple, le revenu moyen dans les territoires métropolitains et dans les territoires non métropolitains est aujourd'hui à peu près le même. Il est même un peu supérieur dans les territoires non métropolitains. La réalité, c'est qu'on a des inégalités fortes à des échelles plus petites. C'est ça le sujet. Les plus grandes inégalités en France aujourd'hui, elles sont au sein des métropoles. Et moi, je vous dirais que, comme citoyen et comme chercheur, je suis plus inquiet parce que les fractures qui se créent à l'intérieur des métropoles, notamment des plus grandes, et notamment de l'Île-de-France, que par les inégalités interterritoriales. Et on a la même chose dans les territoires que Paul Hermelin appelle épars, c'est-à-dire non métropolitains, peu denses. Ça a été dit, ça a été rappelé par Dorothée notamment à l'instant, mais c'est extraordinairement divers, quoi. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on fait 30 km, on passe d'une petite ville qui respire la santé, ça se voit. Hein. Et puis à une autre petite ville, ou ville moyenne, on voit que tout va mal. Alors la raison, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Les chercheurs de l'école des mines ont fait une étude extrêmement intéressante qui essaie de comprendre économétriquement pourquoi certains territoires, en l'occurrence les territoires industriels, s'en tiraient bien et d'autres non. Eh ben, on trouve rien. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en faisant bouger les ordinateurs, on trouve rien. Il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'explication, elle est socio-politico-culturelle. Il y a des territoires qu'on suit se prendre en main, avec le leadership, ça a été dit plusieurs fois, est essentiel. Le président Roux de Bézieux a parlé dès le début il n'y a pas de fatalité. Quand vous regardez Vitré, ça a été cité, c'est Meignery, il faut dire les choses. Sûr, vous avez d'autres territoires. Moi, je crois qu'un territoire qui n'a pas été cité, que moi je m'intéresse bien, c'est alors en plein dans la Haute-Saône, un endroit qui n'est pas vraiment considéré comme métropolitain, à côté de Chaumont, vous avez la Haute-Marne, exactement. Voilà. À Nogent, c'était des fondeurs, et maintenant ils sont en tête des marchés mondiaux sur les prothèses médicales. Donc il n'y a aucune fatalité. Alors, il n'y a aucune fatalité. Mais alors, Pierre Vels, on a vu par le passé les pouvoirs publics parfois déverser, à l'époque, on ne parlait pas encore du quoi qu'il en coûte, mais des millions, des milliards justement sur des territoires. Vous nous dites, ça ne sert pas à grand-chose? Non, je pense que la métropolisation, ce n'est pas l'effet des politiques publiques. Premièrement, c'est l'effet d'une dynamique de fond de la société. Ça a été dit et redit. Quand on est originaire de, je sais pas, d'Autun, et on va faire des études à Lyon, on n'a pas forcément envie de retourner à Autun, d'autant qu'il faut trouver aussi du job pour le conjoint, et puis penser aux écoles pour les enfants, et penser au cadre de vie. C'est ça la dynamique. Et ça, finalement, les pouvoirs publics, quand on dit qu'on a favorisé outrageusement la métropolisation, honnêtement, je ne le crois pas. C'est une dynamique de fond. Alors, il faut peut-être la corriger. C'est ça plutôt le rôle des pouvoirs publics. Et de ce point de vue-là, les propositions qui sont dans le rapport de Montaigne sont
sont tout à fait intéressantes. Moi, j'en ai une autre de proposition. Ça n'a pas été trop dit, il faut qu'on favorise davantage, qu'on pense davantage coopération entre les territoires et les métropoles et leurs territoires avoisinants. Aujourd'hui, on a ce discours du ruissellement qui est paternaliste, qui d'ailleurs ne correspond pas à la réalité, mais il y a encore peu de relations, au fond, alors qu'il dans les synergies qu'on pourrait trouver entre les métropoles et les territoires avoisinants, il y a un potentiel inexploré considérable. Certaines villes maintenant, par exemple Nantes et d'autres, parlent de contrats de réciprocité, on commence à réfléchir à ça, mais il faut mettre du contenu. Moi, j'ai un exemple qui me vient, par exemple, c'est vous voyez, on a parlé de la mutation numérique qui est évidemment fondamentale. Bon, il faut la fibre partout. Je vous parle d'Avignon, des environs d'Avignon, et je peux vous dire que faire installer la fibre là où je suis, c'est une galère pas possible. Je ferme la parenthèse. Mais on a aujourd'hui, justement à cause du développement des universités, on a dans les métropoles tout un tas de jeunes, hommes et femmes, extrêmement dynamiques, qui veulent développer qui créent des startups, etc., qui souvent n'ont pas vrai contact avec le monde industriel. Et vous avez à 30 km ou à 20 km des entreprises, des PME, qui sont essentiellement quand même aujourd'hui dans le monde rural ou dans les petites villes, qui sont sommées pour survivre de se digitaliser, qui ne savent pas comment faire. On pourrait connecter un peu ces mondes-là, qui s'ignorent en réalité, qui s'ignorent sociologiquement. Engager les coopérations, c'est ça, quoi. Voilà. Notamment sur ce sujet, que vous savez, tous ces jeunes ces startups, quand on regarde ce qu'ils font, souvent, ils font des choses assez, pas toujours, parfois un peu futiles, quoi, toujours dans le e-commerce, etc. Mais sur le sujet industriel, ils ne sont pas très présents. Alors justement, tiens, restez avec nous, je redonnerai la parole tout à l'heure. Sylvie Ouziel est avec nous. Bonjour Sylvie Ouziel. Bonjour. Alors elle est très loin, Sylvie Ouziel, elle est à Singapour, on est en fin d'après-midi pour elle, je vous dis, on fait un peu les extrêmes entre la Guadeloupe et Singapour. C'est la présidente internationale de Envision Digital, c'est un groupe chinois spécialisé dans les énergies alternatives, qui fournit des éoliennes, des logiciels de gestion de l'énergie. Et vous êtes très attendue, Sylvie Ouziel, avec votre projet d'ouverture d'une usine de batteries pour voitures électriques. Alors je vous pose la question, même si je sais qu'il y a un petit secret quand même, ça sera où cette usine ? Alors, comme vous vous y attendez, je ne vais pas vous répondre. Je vais juste vous dire que pour nous, la France et ses territoires sont très attractifs pour des raisons de compétences, pour des raisons de positionnement logistique au cœur de l'Europe, avec des ports notamment essentiels, des ports maritimes et fluviaux qu'on a évoqués, et avec une électricité qui est stable, très compétitive et décarbonée, à défaut d'être renouvelable, en tout cas elle est décarbonée. Donc c'est des critères importants quand on veut ouvrir une usine de batterie, et la France est un des endroits qu'on regarde de très près. On espère inaugurer bientôt un projet. Alors comment se fait le choix justement France versus ailleurs, et puis peut-être parce qu'on dit que cette usine, elle devra arriver dans le département, dans la région des Hauts-de-France, Hauts-de-France versus ailleurs. Comment la France a une carte à jouer? Racontez-nous, Sylvie Ouziel. Alors nous, ce qu'on voit, on est un acteur très global. On a différentes activités qui sont basées dans différents pays. Donc on est chinois, mais aussi singapourien, japonais, anglais et américain, en fait, pour nos différents sièges. Et donc, ce qu'on observe, c'est que la révolution actuelle de la décarbonisation, qu'on qualifie, nous, de net zéro carbone, net zéro émission, rebat les cartes de l'avantage concurrentiel des nations et des régions. L'enjeu, c'est vraiment de devenir la destination industrielle de choix, parce qu'on permet l'émergence d'écosystèmes pour produire décarboné, ce que la plupart des entreprises souhaitent et visent actuellement. L'Europe veut affirmer son leadership sur ce sujet, comme elle l'a fait sur le sujet des données personnelles avec RGDP. Elle a pris des mesures très impactantes, comme la loi CAFE, qui a poussé les constructeurs à vraiment verdir leur offre de véhicules, leur offre d'automobiles très très rapidement. On l'a vu notamment en France et en Allemagne. La France était précurseur sur ce sujet avec notamment la Leaf qu'on connaît bien et puis la Zoé de Renault-Nissan. Mais et les Allemands ont vraiment emboîté le pas extrêmement vite, et la transition s'est faite très très rapidement grâce à ces mesures européennes. Et donc finalement, dans ce cadre-là, comme on devient la région de choix et la destination par excellence pour ceux qui veulent se décarboner, nous on voit 3-4 sujets sur lesquels il serait intéressant d'intervenir, et on voit des choses intéressantes aussi ailleurs en Europe. Le premier, c'est la pénétration des énergies renouvelables, évidemment. On ouvre nous-mêmes 3 fermes d'une douzaine d'éoliennes chacune en Bourgogne.
Il y a des mesures qui ont été prises en France pour accélérer l'obtention des permis en parallélisant certaines étapes du processus, en raccourcissant un peu les délais de recours. Il va falloir, au-delà de ça, intégrer l'énergie renouvelable dans une vue du réseau un peu plus générale, avoir des solutions logicielles qui permettent d'équilibrer les réseaux, d'éviter des congestions locales, et puis organiser les marchés de la flexibilité. Ça va être vraiment un sujet que d'insérer plus de renouvelables. L'Allemagne est un peu en avance sur ce sujet, mais il y a vraiment effectivement des choses à faire. Deuxième sujet, à mon avis, c'est faciliter l'implantation non seulement de sites clés en main, comme le fait Business France, avec des zones qui sont prêtes à accueillir des usines, des zones pour lesquelles toutes les études ont été réalisées, les consultations ont été amorcées, ce qui est extrêmement précieux, et nous on travaille beaucoup avec Business France sur ces sujets, mais au-delà d'accueillir des sites clés en main ou de permettre à des sites d'arriver plus rapidement, il y a vraiment un sujet de faciliter l'implantation d'écosystèmes verts, des campus solaires, et l'étape d'après, c'est vraiment des zones industrielles décarbonées. Il y a des initiatives intéressantes en Angleterre, en Espagne. Nous, on travaille notamment dans la région de Cambridge ou avec Sunderland, où nous avons déjà une usine de batterie, et nous travaillons, c'est pas un secret, Boris Johnson l'a annoncé, à ouvrir une deuxième usine pour servir la nouvelle usine potentielle de Nissan. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des systèmes de contrats cadres assez flexibles, nationaux et régionaux, qui permettent de mettre en place rapidement des PPP, des projets, des vrais projets financés en centaines de millions, pas simplement des subventions qui remboursent partiellement des investissements de R&D. Et tout ça de manière assez flexible et rapide et finalement efficace. Et aussi un contexte juridique qui permet la création, par exemple, de réseaux électriques locaux un peu plus facilement, alors que parfois en France, on lutte avec la notion de quartier qui n'existe pas juridiquement, et on a un petit peu de mal à faire émerger des coopérations entre plusieurs acteurs privés ou pas public-privé de manière un peu simple et rapide dans le cadre législatif. Et puis, troisième sujet que j'évoquerai, c'est l'importance de peser sur la réglementation autour du carbone et les marchés qui sont associés, que ce soit les certificats d'origine, les garanties d'origine de l'hydrogène vert, le marché des crédits carbone. Finalement, cet enjeu de la décarbonisation, c'est autant un enjeu industriel qu'un enjeu logiciel et d'organisation du système, et qu'un enjeu financier finalement avec l'économie carbone. Et donc, de savoir comment on va certifier l'hydrogène vert, si on va pouvoir le mélanger dans les réseaux de gaz de ville, c'est des sujets qui se débattent beaucoup à Bruxelles, qui sont l'objet d'un lobbying intensif des différents États. Et ça va être très très structurant, et on voit par exemple que l'Espagne est actuellement très dynamique sur le fait de développer des capacités solaires, de mettre des électrolyseurs et d'injecter dans le sud de l'Espagne directement dans le réseau de gaz de ville de l'hydrogène vert, et ce qui va permettre de faire émerger finalement des écosystèmes très rapidement. Et je pense que prendre ce type d'initiative, aller peut-être un petit peu au-devant de la législation, est important, parce que tout ça va être une guerre de vitesse. Ouais, une guerre de vitesse, d'où l'intérêt que la France se prépare extrêmement vite. Petit tour de table, vous avez chacun 30 secondes. Je suis désolé parce que j'aurais qu'on donne la parole dans un instant. On va le retrouver, l'un des grands témoins de cette matinée. On parlait de la région des Hauts-de-France qu'il préside depuis 6 ans maintenant, c'est Xavier Bertrand, bien entendu. Le thème des inégalités territoriales, on le sait, il s'est installé maintenant depuis 20 ans dans le débat public. Question toute simple, est-ce que c'est vraiment facile d'agir? Allez, Paul Hermelin, on avait commencé avec vous. Écoutez, moi je vais juste signaler que dans ce pôle French Tech que j'anime, qui est centré sur Avignon, on est à Grande-Provence, et donc nous avons des initiatives digitales à Pernes-les-Fontaines, à Carpentras, nous allons vers Arles. Donc il faut avoir des initiatives qui ne sont pas juste urbaines, mais des réseaux de villes, et le digital le permet. Pierre Vels, professeur à l'école des ponts ParisTech, facile ou pas d'inverser la tendance? Micro, s'il vous plaît, Pierre Vels. Et pendant que Pierre Vels branche son micro, Dorothée Ferreira, prenez la parole depuis Limoges, depuis le Limousin. Je n'avais pas mis mon micro. Oui. Je redonne la parole à Pierre Vels, peut-être. Allez-y. Non. Allez, Dorothée, allez-y, s'il vous plaît. Dire que c'est facile, pas forcément. Je serais beaucoup plus court. Je dirais que à partir du moment où il y a de la volonté et qu'on travaille sur tout ce qu'on a dit en amont, les infrastructures, et accompagner les entreprises et l'initiative locale, il n'y a pas de raison qu'on n'y tende pas, en tout cas. Professeur Pierre Vels. Je disais que je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'éléments d'espoir, notamment du fait des pratiques et des nouvelles valeurs de la jeune génération. On voit bien que, on l'a dit tout à l'heure, la valeur de la proximité, le choix du cadre de vie, maintenant les possibilités du numérique, tout ça, ça va nous conduire à une économie, j'espère, territoriale beaucoup plus fluide.
Hein, moi, j'en ai assez un peu de ce discours de la fracture, quoi, parce que Bon. il fige les choses. Il n'y a pas tant de fractures que ça. La fracture, d'ailleurs, elle est plus sociale que géographique, à mon avis. Hein. Si les gilets jaunes... On est là pour le dire, justement, pour casser peut-être les a priori. Grâce à vous, le mot de la fin depuis Singapour, Sylvie Ouzial, présidente internationale de Envision Digital. Vous avez cité l'Espagne. Est-ce qu'en Espagne, par rapport à la France, il n'y a pas un circuit administratif qui est peut-être plus harmonieux, plus simple, plus simplifié par rapport à chez nous? C'est là-dessus qu'il faut travailler encore? Alors oui, on a un peu parlé des complexités administratives, parfois qui sont des freins. Alors il y a des efforts de simplification en France depuis plusieurs années et qui portent leurs fruits. On a un peu parlé de l'Angleterre et de l'Espagne qui souhaitent passer à l'action. Et je pense, moi, pour ma part, je suis un peu optimiste, que la transition énergétique, c'est avant tout une transition. C'est donc une révolution, ça redistribue les cartes. Et c'est le moment de se placer dans cette concurrence, finalement, des territoires. Cette réalité, elle est très locale, hein, de la transition énergétique. Produire de l'énergie renouvelable, devenir un territoire attractif, attirer des écosystèmes, leur permettre de coopérer avec le bon cadre physique, logique et digital et aussi réglementaire. Il y a des dépendances au niveau national et au niveau européen, on en parle, mais certains, y compris au sein de l'Europe comme l'Espagne, passent à l'action. Et pas qu'au sein de l'Espagne, je ne cite pas nos projets à nous, mais on a effectivement des actions et des projets en France. Et donc je pense qu'il faut profiter de cette transition pour passer à l'acte et préempter l'avenir, et plutôt que de le subir, l'écrire. Bon, l'usine de batterie, elle sera dans les Hauts-de-France ou pas? Je vais donc passer la parole au prochain intervenant. Bon, c'est très bien, voilà. Merci beaucoup, bonne journée, bonne fin de journée à Singapour. Sylvie Ouziel, la présidente internationale de Envision Digital. Merci également à Dorothée Ferreira depuis Limoges, le MEDEF Limousin, membre du COMEX 40. Dominique Bussereau était avec nous, président de l'association des départements de France. Allez voir le rapport de Paul Hermelin qu'il a rédigé pour l'Institut Montaigne, c'est le président de Capgemini. Et puis merci également à Pierre Vels, professeur émérite à l'École des Ponts au ParisTech. Et justement, on continue la réflexion avec un grand témoin, c'est M. Xavier Bertrand.